Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi 24 février. Kadhafi se dit comme la reine d'Angleterre, dotée d'un seul pouvoir moral. Nouvelle intervention décousue à la radio, alors que la pression s'accentue contre son régime. L'invité du 19 h, le philosophe Raphaël Enthoven. Les révolutions arabes montrent près de 5 siècles après la pertinence de l'analyse de la Boétie sur la servitude des peuples et la façon dont ils y mettent fin. Dialogue de plus d'une heure entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. Aujourd'hui, retrouvailles donc, mais pas réconciliation. Le fondateur de République Solidaire a renouvelé ses critiques devant le chef de l'État. Long moment de détente pour François Fillon au Salon de l'Agriculture qui a goûté à tout, rhum, vin, bière, lait pour accompagner huîtres et saucissons. Présence aussi de François Hollande. Il faut maintenant gagner le bon concours, lance-t-il en caressant une vache limousine. Le ministre du Travail avait promis hier soir une baisse importante du chômage en janvier. Le chiffre vient d'être publié. Il est contrasté. Marie Brémaud. Comme promis, les chiffres du chômage de ce mois de janvier sont en baisse. Mais le repli annoncé hier soir par le ministre du Travail, Xavier Bertrand, est moins important qu'espéré. Pour ce premier mois de l'année 2011, le chômage recule de 0,7%, soit 19 300 demandeurs d'emploi en moins. Les moins de 25 ans sont les principaux bénéficiaires de cette baisse puisque leur nombre a reculé de 1,5%. En France métropolitaine, ils sont donc 436 000 à chercher un boulot. Mais si l'on inclut dans l'ensemble de ces calculs les activités réduites, les chiffres du chômage alors restent stables avec plus de 4 millions de demandeurs d'emploi. Il y a une dizaine de jours, Nicolas Sarkozy annonçait un plan pour favoriser l'emploi de 500 millions d'euros, dont 250 pour les contrats aidés. On pourra juger de l'impact de cette politique dans les prochains mois. Des chiffres jugés encourageants à la fois par Xavier Bertrand et Christine Lagarde. Nouvelle intervention du colonel Kadhafi, sans l'image cette fois, mais toujours la même diatribe. Les insurgés qualifiés de drogués de l'Occident au service d'Al-Qaïda. Au 10e jour du soulèvement contre son régime, les opposants gagnent du terrain dans les villes souvent désertées par la police et l'armée. Alexandra Colino. 20 minutes d'une allocution peu cohérente. Dans ce deuxième discours en 24 heures, le colonel Kadhafi accuse d'abord Ben Laden de manipuler la population. Vous suivez Ben Laden? Vous? Alors il est à vous Ben Laden. Qu'il nous nourrisse et construise avec 71 milliards un projet immobilier pour 3 millions de Libyens. C'est ça. Attendez que Ben Laden le fasse. Puis il reprend l'argumentaire de la drogue, appelant les plus sages à raisonner les jeunes drogués qui ont pris la rue. Enfin, il se compare à la reine d'Angleterre, affirmant que comme elle, son pouvoir n'est que symbolique. Me concernant, si ce n'était le patriotisme, l'éducation et la morale, je jure que je n'en aurais rien eu à faire de vous. Et je vous aurais laissé le pouvoir dès 77. Je n'aurais eu ni pouvoir, ni de décision à prendre, ou à signer, ni à ordonner, ni rien de tout ça. Mais autour de Tripoli, les taux se resserrent. Après avoir fait tomber Zouara à 150 km à l'ouest de la capitale, les insurgés seraient maintenant à une 50aine de kilomètres de Tripoli. À l'est du pays, on fête encore la victoire dans un décor d'après-guerre. On danse sur les chars, presque saoulés par la liberté. Libre. Voilà tout mon sentiment. On est libre. Mais on compte aussi les pertes. Officiellement, le bilan serait de 300 victimes. Mais un ancien proche de Kadhafi évoque près d'1 millier de morts. Et des mercenaires au service de Kadhafi auraient exécuté des insurgés blessés dans les hôpitaux de Tripoli, selon la Ligue libyenne des droits de l'homme. Les protestations de l'étranger, Paris évoque des crimes contre l'humanité passibles de la Cour pénale internationale, se mêlent à l'inquiétude. L'Union européenne mobilise ses moyens militaires, avions, bateaux pour évacuer ces quelques 6000 ressortissants. L'Union européenne qui par ailleurs redoute un exode massif des Africains retenus jusque-là dans les centres de rétention libyens. Flora Sauvage. Après l'assaut de Tunisiens sur l'île de Lampedusa, l'Europe craint l'afflux massif d'immigrés en provenance de Libye. Car depuis longtemps, le pays de Kadhafi héberge des centres de rétention pour empêcher les migrants de l'Afrique subsaharienne de traverser la Méditerranée pour aller en Europe, l'Eldorado. Kadhafi a ouvert son pays aux Africains, quels qu'ils soient, et il exerce un chantage à l'égard de l'Europe en ouvrant les vannes de l'immigration vers les côtes italiennes ou en les refermant en fonction de ses relations politiques avec notamment Rome et particulièrement Berlusconi. Car en 2008, Kadhafi et Berlusconi ont passé un accord.
Le dictateur libyen a accepté de bloquer l'immigration en provenance de son pays. En échange, Berlusconi s'engageait entre autres à construire à ses frais une autoroute de 3 milliards de dollars dans le désert libyen. À la Ligue des droits de l'homme, on s'inquiète de la situation des nombreux étrangers en Libye. Il y a aujourd'hui 1 300 000 migrants en Libye. Et ils sont de toute nationalité. Bien évidemment, on a l'habitude de les situer comme surtout des subsahariens. Mais en fait, les Asiatiques sont extrêmement nombreux. On oublie cela. Il y a 30 000 Chinois, il y a 50 000 Bangladeshis, il y a 18 000 Indiens. L'Italie, principale porte d'entrée pour les clandestins en Europe, exhorte l'Union européenne à l'aider pour faire face à l'arrivée massive d'immigrés. Pour l'instant, cela reste un dialogue de sourds. Paris est resté évasif sur la possibilité pour la France d'accueillir des immigrés en provenance de Libye. Un mot sur les autres révoltes arabes. Au Yémen, le président Saleh multiplie les gestes d'apaisement face à la protestation qui ne faiblit pas. Il a ainsi réitéré son appel à ouvrir un dialogue national avec l'opposition. Et puis en Algérie, c'est fait. L'état d'urgence a été officiellement levé après 19 ans. Le décret est publié par le journal officiel. L'heure de la réconciliation entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin n'a pas encore sonné. Si les deux hommes se sont parlé longuement, près de 3 ans après leur précédente rencontre, l'entretien, qualifié de franc et direct par l'ancien Premier ministre, a débouché sur un constat de désaccord. Dominique de Villepin. Ma conviction, c'est que notre rôle historique, notre responsabilité, c'est d'être devant pour saluer ce mouvement des peuples, pour saluer cet événement historique que constitue à la fois un mouvement non violent et un mouvement qui se fait au nom des libertés. Et j'estime pour ma part que dans ces circonstances, il est important de veiller à ce que tout débat, chez nous, en France, sur la laïcité, sur l'islam, ne s'accompagne pas de recherche de boucs émissaires. Dominique de Villepin, donc sur le trottoir de l'Élysée avec Aurélien Romano. Le sénateur nouveau centre de la Meuse, Claude Biver, condamné par la Cour d'appel de Nancy pour prise illégale d'intérêt, 5 ans d'inéligibilité, 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 € d'amende. L'élu va se pourvoir en cassation. Le sénateur UMP des Bouches-du-Rhône, Bruno Gilles, interpelle Martine Aubry sur l'affaire Guérini. Il lui demande de suspendre de ses fonctions Jean-Noël Guérini, patron du PS dans le département des Bouches-du-Rhône. Il joint à sa demande une revue de presse de plus en plus volumineuse contenant les articles traitant de cette affaire de corruption présumée et de prise illégale d'intérêt. Notre invité, donc le philosophe Raphaël Enthoven, bonsoir. Bonsoir Michel. Est-ce que vous suivez avec passion ce qui se passe actuellement dans le monde arabe? Et comment ne pas le faire? C'est merveilleux d'être le contemporain d'une telle série d'événements. Oui. Alors il y a un grand texte qui a été réédité depuis près de 5 siècles maintenant, hein, à chaque grande révolution. C'est le discours sur la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Nous allons en parler avec vous juste après cette présentation par Tam Tranui. En 1549, Étienne de la Boétie n'a que 18 ans, mais il a déjà écrit le discours sur la servitude volontaire. Un texte en avance sur son temps qui le consacrera pour la postérité. En pleine Renaissance, alors que Machiavel dispense des conseils aux puissants pour asseoir leur pouvoir, le jeune humaniste critique ouvertement la tyrannie. Il s'indigne pour réveiller les opprimés. Pour lui, la soumission ne s'explique que par la volonté des peuples à l'accepter. Profondément contradictoire, la nature humaine veut la liberté, mais elle se condamne à la servitude. Figure de l'anti-absolutisme, la Boétie a notamment inspiré les mouvements contestataires protestants au XVIe siècle ou encore la Révolution française. Aujourd'hui, à l'heure où la Révolution a fait basculer la Tunisie et l'Égypte, où elle a gagné la Libye, le Yémen et Bahreïn, le discours de la Boétie éclaire plus que jamais l'actualité. Sans la volonté du peuple, le pacte ne tient plus entre le dominant et le dominé. Il se trouve exposé dans toute sa fragilité. La pyramide de la terreur s'effondre alors, mais difficile de prévoir ce qui va la remplacer. Alors c'est un texte d'une incroyable actualité et surtout d'une pertinence
perpétuelle. C'est justement ça le mystère et le miracle. C'est un texte d'une pertinence perpétuelle, c'est-à-dire que ça a été constamment pertinent, à tel point d'ailleurs que ce texte a pu être employé à différents escients, hein, puisque on s'en est servi pour justifier les révolutions, on peut aussi s'en servir pour justifier l'ordre établi, parce que c'est également un texte dans lequel la Boétie se dit incapable de guérir les hommes et se propose de les comprendre au lieu de les guérir. Donc il y a une ambivalence de ce texte. Dans le reportage qu'on vient de voir, comment s'appelle-t-elle? Tam Tranui, pardon, qu'elle me pardonne. Tam Tranui oppose la Boétie et Machiavel. Or la Boétie et Machiavel, l'un comme l'autre, se proposent tout simplement de mettre à jour les motifs imaginaires, les cordes d'imagination qui construisent les tyrannies. Mais l'un comme l'autre échouent à renverser les tyrannies. Ils ne sont pas opposables autant qu'on le dit. Ce qui est fascinant dans ce texte assez court, hein, c'est la description du rapport de force entre les tyrans et leur peuple. Écoutez, les peuples qui acceptent d'être asservis. Hein, il dit, je voudrais juste tâcher de comprendre comment il peut arriver que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations endurent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Le pouvoir, ajoute-t-il, hein, que le tyran a sur vous, il l'a par vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de tyran sans esclave. Oui. Alors, c'est un procès du peuple. Il met le peuple en accusation. Volontaire. Une servitude volontaire, qui prend différentes formes et qu'on peut retrouver sous des formes paradoxales, même en démocratie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'instant où le peuple se saisit de sa liberté, et les motifs en général ne sont pas tant le désir de la liberté que la faim, comme c'était le cas en Tunisie, c'est-à-dire la liberté réelle, plus encore que la liberté formelle ou juridique. Quand le peuple se saisit de la liberté, à l'instant où ça devient possible, et ce phénomène est démultiplié par Internet aujourd'hui, on va en parler. Quand ça devient possible, alors à partir de là, on assiste à l'effet domino tel que la Boétie peut le décrire. Oui. Alors il décrit également la souffrance du peuple, mais également la souffrance peut-être plus grande, selon lui, des proches du pouvoir, parce qu'eux, ils doivent donner des gages aux tyrans. Il décrit même la souffrance du tyran lui-même, qui est esclave du pouvoir qui est le sien. C'est la fameuse phrase d'Auguste dans Cinna, maître de l'univers sans l'être de moi-même, je suis le seul rebelle à ce pouvoir suprême. Il décrit la souffrance même du tyran, c'est pas un métier sympathique, tyran. Oui. Il décrit la souffrance des courtisans, il décrit ce système de réseau qui s'installe, qui fait que, dont la trame recouvre le pays, et qui vaut, dit la Boétie, à la tyrannie d'être plus agréable à une majorité que la liberté désirable à l'autre. Alors, il décrit donc ce moment clé où les peuples entrent en révolte contre leur tyran et ils se rendent compte que c'est tellement facile de renverser un homme seul. Il permet de le penser. Il s'étonne du fait qu'on ne le fasse pas tout le temps. Oui, et il permet de penser le fait qu'à un moment, un peuple s'empare de sa liberté. Alors, on a beaucoup parlé justement en Tunisie, en Libye en ce moment, en Égypte également, de ce mur de la peur qui s'effondre. C'est un paradoxe, parce que qui va franchir le premier pas? Au fond, c'est comme un premier baiser, hein. Qui va faire le geste? Qui va oser? Qui va franchir le premier pas? Et il a fallu qu'un homme s'immole par désespoir pour justement mettre, sans mauvais jeu de mots, hein, le feu aux poudres, le feu à la poudre. Or, c'est ce qui s'est passé. Et le processus de réaction en chaîne est très intéressant parce qu'il déconstruit tout le système que décrit la Boétie. Le système de la tyrannie tel que la Boétie le décrit à 16 ans, hein. Il a entre 16 et 18 ans quand il écrit ce texte. Tout le système de la tyrannie tel qu'il le décrit comme ça dans sa chambre est un système qui s'effondre et dont l'effondrement parcourt à l'envers toutes les étapes de sa construction telles qu'elles sont décrites dans le discours de la servitude volontaire. On a beaucoup entendu des dirigeants occidentaux dire que la liberté, la démocratie, ça n'était pas forcément des valeurs universelles. Eh bien, les peuples qui se révoltent dans les pays arabes nous montrent le contraire aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que ça fait partie de ce qu'on appelle une autre tyrannie, la tyrannie de la repentance. C'est-à-dire on considère que le discours de l'universel est un discours ethnocentré. C'est pas faux, hein, c'est pas faux. Montaigne le dira. Oui. Le meilleur ami de la Boétie dira dans son texte sur les cannibales à quel point notre vision du monde prétendument universelle est d'abord une vision du monde européocentrée, finalement ethnocentrée. Néanmoins, l'injonction de liberté transcende les particularismes, transcende les appartenances à différentes cultures. Or, c'est exactement ce qui se passe. La Boétie pointe le fait que les hommes désirent être libres, mais il faut bien remarquer une chose, pour pas tomber dans une espèce d'irénisme universaliste où finalement tout le monde voudrait être libre et on irait vers le meilleur des mondes. Il faut quand même se souvenir, ce que je vous disais tout à l'heure, que c'est encore une fois la détresse financière, la faim qui a suscité ce désir de liberté. Il y a des revendications sociales qui accompagnent cette demande de liberté. Toujours, comme il y a eu pour la Révolution française. C'est la même chose. Est-ce que cette révolution arabe va s'étendre à toutes les dictatures? C'est la question posée par notre partenaire lenouvelobs.com. On découvre vos réponses et vous êtes optimiste puisque vous répondez oui à
71%. Oui, ça ne prouve rien. Ça prouve que les gens le souhaitent. Mais oui, vous le souhaitez aussi. Bah, bien sûr, tout le monde le souhaite. Je vois mal quelqu'un répondre non. Faut-il craindre, Raphaël Antoven, certaines ivresses de la liberté telles qu'elles se manifestent aujourd'hui? Parce qu'il y a une page blanche qu'il faut ouvrir. Ben, c'est-à-dire que la démocratie est une mécanique complexe. Une fois qu'on acquiert la liberté, évidemment, il faut la garantir, il faut la maintenir. Or, la liberté n'est jamais acquise, justement. La liberté se travaille. Pour vous donner un exemple, dans nos vieilles démocraties, aujourd'hui, il y a des procédés, des processus qui relève là aussi de ce que la Boétie appelle la servitude volontaire. Facebook, dans une dictature, c'est un argument de liberté, c'est un élément de liberté, c'est un facteur de liberté, un instrument magnifique. Twitter, Facebook, magnifique, en cas de dictature, c'est-à-dire quand les gens ne sont pas libres, justement. Mais là où les gens sont libres, quand les gens sont libres, et qu'ils versent dans l'ivresse de la transparence, dans l'ivresse qui consiste à se révéler soi-même, on crée un réseau, Facebook, qui est le rêve absolu de toute police secrète. Ce qui est absolument merveilleux. C'est un incroyable paradoxe alors. C'est-à-dire qu'on redoute souvent dans nos démocraties le retour de Big Brother, on voit des caméras de surveillance dans les rues, etc. Mais c'est pas les 3 caméras de surveillance ou les 3000 caméras de surveillance installées dans les villes nouvelles par quelques maires soucieux de sécurité ou un peu idéologues qui mettent en danger véritablement nos libertés. Le véritable danger de la liberté, je l'ai pas sur moi, c'est le téléphone portable. Le véritable danger de la liberté, c'est la possibilité que j'ai avec mon téléphone portable de vous filmer, de vous enregistrer, de mettre ça en ligne. Dans notre démocratie. Le vrai problème, c'est pas Big Brother, c'est Little Brother. Et dans nos démocraties, il y a des phénomènes de servitude volontaire qui se mettent en place par abus de liberté ou par abus de transparence. On ne va pas se débarrasser de tous ces instruments modernes. Mais alors, notre liberté va se restreindre? Non, c'est la raison pour laquelle un usage abusif de la liberté devient lui-même liberticide. C'est comme un ultra-libéral qui oublie que la liberté qu'il promeut, c'est la liberté du renard dans le poulailler. Un usage abusif de la liberté peut lui-même être liberticide et relever paradoxalement de la servitude volontaire. Celui qui va sur Facebook n'a pas l'impression de se soumettre. Or, pourtant, le faisant, il soumet sa petite existence et sa petite vie à tous les regards, y compris les plus malveillants. Voilà, donc vive Facebook et Twitter dans les pays encore sous le joug d'un tyran. Vive la liberté, mais qu'on ne la prenne pas pour un fait acquis. C'est une valeur et ça se travaille. Méfions-nous chez nous. Merci beaucoup de votre visite ce soir, Raphaël Antoven. Vous publiez dans quelques jours Le philosophe de service et autres textes. Et puis vous êtes venu avec un disque, justement, c'est le discours de la servitude volontaire. C'est lu par Podalides. C'est formidable. Je l'ai entendu dans ma voiture en venant vous voir. Je vous rends la pochette, puisque le disque est toujours dans ma voiture. Absolument. Merci beaucoup, Raphaël Antoven. À suivre, nouvel épisode de La Clé des Champs, tous au Salon de l'Agriculture, donc avec Caroline Deschamps. Bonsoir à tous. Papa loves mambo, Mama loves mambo. Bonjour à tous, je vous ouvre les portes du salon de l'agriculture avec la Clé des Champs, une petite partie de campagne à contre-aller pour vous faire partager un autre regard sur le monde agricole. Pénibilité, appauvrissement, célibat, tout n'est pas rose à la campagne et pourtant le métier d'agriculteur suscite toujours une grande attractivité. Amour de la nature, passion des animaux, passion des produits du terroir, du pré à l'assiette. Je vous propose de partager ensemble les petits et grands bonheurs du métier d'agriculteur. Bonjour, vous êtes éleveur de moutons depuis quand? Moi je suis installé depuis 10 ans et mon père fait du berrichon du Cher depuis 58 à peu près. Alors on a bien compris que tout n'est pas rose à la campagne et ça fait 3-4 jours qu'on est au salon de l'agriculture. Les agriculteurs en ont parfois ras la casquette, mais on voudrait quand même parler du bonheur de ce métier. Pour vous, c'est quoi le bonheur d'être éleveur? Le bonheur d'être éleveur, vous voyez, c'est des moutons qu'on emmène là, ils ont à peu près 18 mois. Ça fait depuis 18 mois qu'on les regarde, qu'on les prépare, qu'on a détecté les plus beaux phénomènes pour les emmener ici. C'est quoi justement vos petits bonheurs? On aimerait comprendre un peu la relation à l'animal. C'est à chaque coup de rentrer dans la bergerie, de le regarder tous les jours, matin et soir, de
va regarder comment il évolue, la conformation, si ça grandit de mois en mois. Vous les reconnaissez tous? Oui, moi je peux vous dire les numéros de chaque mouton qui sont présents sur le salon. Vous leur donnez des petits noms? Oui, en mouton on donne pas trop de petits noms, mais c'est mon loulou, Ah quand même. Voilà. Des petits diminutifs affectifs. Et on le flatte un petit peu pour... Il y en a qui, je suis sûr, qui savent que quand on arrive, comme là, quand je suis arrivé ce matin, je suis sûr qu'il m'a reconnu, je lui ai parlé, puis je l'ai flatté un petit peu, quoi. Du pré à l'assiette, l'un des grands bonheurs du monde agricole, c'est l'amour des produits régionaux, l'amour du terroir. Je vous propose de découvrir tout de suite le port de Bigorre avec Olivier de Clarence, goûteur de profession. Bonjour, vous êtes ingénieur agronome, cuisinier et goûteur. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce qu'on va goûter là au stand des Hautes-Pyrénées? Alors, vous allez goûter quelque chose d'excellent. Et alors, une caractéristique du jambon de Bigorre, c'est qu'il faut manger le gras. Parce que le gras, ce que vous avez fait spontanément, c'est très très bien, parce que le gras du jambon de Bigorre, il est riche, il n'est pas pollué, il est riche et sachant que les produits aromatiques sont contenus dans le gras, il est très aromatique. Et aussi? Alors, je vais goûter. Et on va faire une petite démonstration. Donc il y a du moelleux. Là c'est la première chose qui vient. Et on sent une symbiose, peut-être pas une symbiose, c'est un mot trop fort, mais un accord parfait entre le gras et le maigre. Et ça, c'est une quand même caractéristique des grands jambons dont la France n'est pas dépourvue, mais n'est pas aussi riche que nos voisins espagnols par exemple. Et alors vous le mangeriez comme ça en entrée, puisque vous êtes aussi cuisinier? Alors, en tant que cuisinier, c'est un produit qui m'embête. Parce qu'il est tellement bon en lui-même que ma cuisine ne va rien lui apporter de plus. La seule chose que je peux faire avec, c'est le fourrer avec quelque chose, avec un melon. Je peux mettre à l'intérieur, je peux essayer de faire quelque chose avec des poivrons. Je peux le manger avec des haricots tarbés. Mais en tant que cuisinier, c'est un produit auquel moi je ne peux rien apporter. Vous aimez la lavande, le nougat, le sirop de cerise, direction la Drôme, premier département bio de France. Didier Guillaume, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on peut déguster dans votre beau département de la Drôme? Beaucoup de produits. Là, nous sommes sur le stand du Salon de l'Agriculture, sur les produits bio, premier département bio de France. Alors, par exemple, là, vous avez une caillette de chabeuil bio qui a été préparée par les cuisiniers des collèges du département. Vous avez là un velouté de potimarron. Nous essayons de faire ressortir, de remettre au goût du jour les légumes qui ont existé, etc. Là, vous avez un flan de légumes. Tous ces produits sont des produits bio. Ils sont en train de sortir du pintado, le pintado AOC, opération d'origine contrôlée avec des truffes, des ravioles. Les cuisiniers sont en train de travailler là, derrière moi, sur des ravioles, les ravioles du Royan, avec des noix AOC et du fromage du bleu de Sassenage AOC Vercors. C'est des produits de qualité, le bio, les appellations d'origine contrôlée. Ce que nous voulons mettre en avant sont les produits d'excellence. Il faut vraiment reparler de qualité nutritionnelle. La plupart de nos concitoyens souhaitent savoir ce qu'ils ont dans leur assiette. Avec les produits drômois, comme avec tous ceux qui sont sur le stand du Salon de l'Agriculture, dans tous les stands, eh bien, on parle de produits, de filières, de terroir et de qualité. Nous voulons vraiment faire apparaître qu'on mange des légumes en saison. On ne mange pas des fraises l'hiver et on mange des légumes de saison et tous les légumes sont bons. C'est ce que nous faisons avec les cuisiniers des collèges. C'est ce que nous faisons dans les collèges, dans la restauration collective. Finalement, c'est du bon sens. Il faudrait que ce soit du bon sens pour tout le monde, mais oui, bien sûr que c'est du bon sens. Là, vous avez de la rébouffer. Voilà. Merci, voilà.
Joshua Patria. Qu'est-ce que vous allez déguster là? Je peux même la manger crue si vous voulez. Crue? Crue. C'est de la viande charolaise qui est AOC. Très bien. Vous pouvez nous en parler dire un le nom de petit la peu? chenille, c'est le nom du producteur. Très bien. Très bien. La viande charolaise est une viande dont à la fois l'onctuosité, le goût, et puis la qualité, la texture en font une des races nobles. Moi, je ne sous-estime pas d'autres races qui existent aussi. J'aime bien les races limousines, j'aime les autres races saviandes qui existent en France, mais charolais, ça paraît quand même celui qui est le plus noble parce que l'animal charolais en soi-même est un animal à la fois élégant, imposant et dont la génétique a servi dans le monde entier. La génétique parce que c'est la qualité de sa viande, sa masse musculaire est importante et son aptitude à croître. Et alors ça se boit avec quel vin de Bourgogne? Moi j'aime tous les vins de Bourgogne. Mais avec les viandes, je préfère un rouge. Avec un rouge, moi je prends souvent celui qui accompagne le fromage. Ça peut être une côte chalonnaise, un mercuret ou un givry. Ça peut être un Vaune romanais ou un Volvenay. C'est parfois même un Gevrey chambertin parce que j'y ai quelques racines. Mais c'est vous avez dans les vins de Bourgogne, y compris les pinots noirs de Bourgogne. Maintenant, dans toute la gamme des vins de Bourgogne, vous trouvez des vins quand ils sont bien faits, bien vinifiés, d'excellence, qui accompagnent toujours très bien les viandes rouges et les gibiers. Elle est comment la viande? Parmi vos spécialités bourguignonnes, c'est quoi vos plats préférés? On a plein de choses, parce que la viande comme ça qui est faite en petits morceaux, et puis on a des spécialités propres chez nous. On a le poulet de Bresse, qu'on fait d'ailleurs à la méthode d'un ancien maire de Dijon qui s'appelait Gaston Gérard, et c'est le poulet Gaston Gérard. Et puis on a aussi des traditions qui ne sont pas uniquement tournées sur la viande. On fait des œufs en meurette avec un bon vin. Et puis on fait du bœuf bourguignon. Alors il faut prendre un bon vin aussi. Et surtout une bonne viande. Je cuisine un peu, mais j'ai pas beaucoup de temps. J'ai fait pour plusieurs télés des recettes. J'ai montré ce que je savais faire. Chez vous faites quoi si vous avez un petit moment? Chez moi, alors je vais vous dire la vérité, parce que c'est une séquence vérité. Je fais des truites aux amandes parce que je vais à la pêche à la truite. Donc je pêche les truites, je les cuis, je les cuisine. Et puis j'adore cuisiner le veau. Voilà, alors je fais du veau à la sauce tomate. Voilà, des belles côtes de veau. Voilà. La Clé des Champs referme les portes du salon de l'agriculture, mais n'oubliez pas, vous avez jusqu'à dimanche pour découvrir les quelques 3500 animaux et 1000 exposants. À très bientôt. Dans le monde des affaires, c'est un ovni. Réussir en partant de rien à créer un musée en plein Paris et sans demander l'aide des pouvoirs publics et qu'il soit rentable, eh bien, il fallait avoir l'inconscience chevillée au corps. Marc Restellini l'a fait et la Pinacothèque de Paris est une incontestable réussite qui s'est récemment d'ailleurs agrandie d'un nouveau bâtiment, toujours dans le quartier de la Madeleine, de la capitale. Autant vous dire que j'ai hâte de savoir comment il a fait. Leader, l'économie par ceux qui la font, c'est ce soir à 23 h sur Public Sénat. Ses flèches et sa colère contre les journalistes, les banquiers, les élites sont devenus sa marque de fabrique. Mais d'où lui vient cette colère? Est-elle tactique ou spontanée? Et comment construit-il ces discours que certains taxent de populistes? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, un orateur hors pair qui inquiète le PS. Déshabillons-les démêle le fond de la forme en revenant sur les mots et les images qui ont marqué l'actualité. Samedi à 23 h 45 sur Public Sénat.